Les métiers de langue, qui sont effectivement qui représentent un patrimoine de l'humanité et qui sont aujourd'hui représentent aussi des technologies de l'avenir. Comme ça a été dit, et redit au cours des différentes interventions aujourd'hui, et on va pouvoir voir un petit peu, quel impact et comment ça se traduit dans nos métiers à nous en particulier. Donc, pour commencer, je démarre avec, cette, définition en fait du langage qui nous vient de Bénédicte Boisson-Bardy dans son livre qui s'appelle Langage. Qu'est-ce que c'est? Elle définit le langage parlé comme étant le moyen de communication central et spécifique de l'espace humain. C'est également notre instrument privilégié pour manipuler les représentations mentales, pour penser. L'aptitude linguistique est inscrite dans notre patrimoine génétique. Il n'existe donc pas de groupe humain dépourvu de langue, c'est-à-dire d'un système structuré de signes verbaux arbitraires permettant de s'exprimer et de communiquer. C'est-à-dire que la langue est ce qui fait de l'humain humain. C'est ce qui fait de nous des humains, en fait, parce que les mots que nous utilisons à l'écrit comme à l'oral expriment nos idées, expriment notre identité. C'est ce qui nous différencie des autres créatures et des autres êtres vivants, que ce soit le monde animal ou végétal. L'humain, par le mot, exprime ce qu'il pense et ce qu'il ressent, mais aussi structure ses pensées. C'est un processus qui va dans les deux sens. Et donc, tant qu'il y aura l'humain, il y aura des mots, il y aura des langues. Alors, aujourd'hui, dans le monde, il y a 7000 langues qui sont parlées dans le monde entier. En Europe, nous avons 230 langues qui sont parlées. On peut se dire que finalement, il n'y a pas 230 pays en Europe, mais il y a effectivement 230 langues qui sont considérées comme des langues d'un point de vue linguistique et qui sont parlées aujourd'hui en Europe. La langue la plus parlée au monde aujourd'hui, effectivement, c'est l'anglais avec 1,45 million de locuteurs. Les locuteurs étant les personnes qui parlent une langue. Aujourd'hui, l'anglais devient essentiellement une langue qui est très utilisée dans le monde de la technologie, de la science. C'est la langue de référence dans les échanges, par exemple, entre les, euh, les scientifiques qui font des recherches. C'est devenu également la langue souvent du monde du divertissement, du cinéma, de la musique, etc., etc. Et certains parlent de l'anglais comme d'une langue universelle et nous annonce donc du coup la mort des langues et de la diversité linguistique. Mais la réalité, elle est différente. Parce que quand on regarde les 10 langues les plus parlées dans le monde en tant que langue maternelle, c'est-à-dire les locuteurs natifs de langue, voici le résultat que nous voyons. En fait, la langue la plus parlée au monde en tant que langue maternelle devient le chinois, suivi de l'espagnol. Nous retrouvons ensuite l'anglais, le hindi, l'arabe, le portugais, le bengali, le russe, le japonais, le pendjabi. On voit qu'il y a une forte présence de langues asiatiques, de langues européennes, mais il y a également l'arabe qui est bien présent. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est l'importance de cela? L'importance, c'est que cette diversité linguistique, elle représente une diversité culturelle et donc c'est la lutte contre l'hégémonie, une certaine hégémonie. Et donc, tant qu'il y aura cette diversité linguistique, on aura toujours besoin des traducteurs et des interprètes. La traduction, en fait, était un facteur de développement de la société humaine, c'est-à-dire qu'elle a participé à l'interaction entre plusieurs civilisations, avec notamment les traductions, par exemple, de manuels d'agriculture d'une civilisation à l'autre. Elle a toujours été une arme militaire. On retrouvera toujours dans les rangs des différentes armées dans l'histoire des interprètes et des traducteurs, parce qu'il faut arriver à comprendre ce que l'ennemi est en train de dire, mais aussi il faut faire passer son propre message. Les interprètes sont essentiels dans les négociations de paix. La traduction est un outil scientifique. Par exemple, les Arabes ont traduit beaucoup de pensées grecques.
du grec vers l'arabe pour pouvoir enrichir leur culture et leur civilisation. Et puis, à leur tour, les Européens ont repris le bagage intellectuel, civilisationnel, scientifique des Arabes pour le traduire dans leur propre langue. Et ainsi va le monde, hein. Il n'y a pas de civilisation qui est de zéro, il y a toujours une capitalisation d'une civilisation sur les autres, sur son entourage, et ça passe souvent par la traduction. La traduction est également un important vecteur religieux. C'est peut-être un fait que nous ne connaissons pas beaucoup, mais la Bible est l'un des livres les plus traduits au monde. Les religions comptent toujours sur la traduction pour faire la communication autour de leurs idées, mais également pour comprendre les autres civilisations, etc. La traduction, donc, reste au cœur de la communication humaine et aujourd'hui, dans un monde qui est de plus en plus complexe et compliqué, mais qui se rétrécit d'une certaine manière à travers la communication virtuelle, à travers les communications, les nouveaux canaux et les formes de communication. Et donc, la traduction reste au cœur de tout ce système. Et là, on retrouve une notion qui est le plurilinguisme, qui est un enjeu culturel, mais également un enjeu politique. Et l'Europe est probablement l'un des fers de lance de cette bataille, cette guerre pour soutenir le plurilinguisme, un petit peu par réaction à l'hégémonie de l'anglais, qui est un petit peu une arme économique et culturelle peut-être des États-Unis. Mais l'Europe vraiment porte ce plurilinguisme et beaucoup de pays, beaucoup de régions s'engagent dans cette bataille et c'est une bataille qui est essentielle pour la diversité humaine. Donc aujourd'hui, quand on parle de métier de langue, qu'est-ce que cela veut dire? Habituellement, on définit nos métiers, souvent les gens nous identifient comme des traducteurs. Pour eux, le mot traducteur résume un petit peu ce que nous faisons. Or, à la base, il y a la traduction et l'interprétation qui sont deux choses différentes. On n'est pas forcément traducteur et interprète, on peut être l'un ou l'autre ou les deux, on va en parler plus tard. Mais la traduction, pour faire simple, c'est le fait de transcrire un contenu par écrit d'une langue à l'autre, alors que l'interprétation porte souvent sur une voie de communication et un format qui est oral. Alors, dans la traduction, nous retrouvons ce qu'on appelle les traductions certifiées, les traductions assermentées, qui sont deux choses différentes. En Tunisie, nous avons les traductions qui sont assermentées, c'est-à-dire que ce sont des professionnels qui passent un concours auprès du ministère de la Justice et qui deviennent de ce fait des auxiliaires de justice, puisqu'ils peuvent exercer leur métier au sein des tribunaux, au sein des postes de police. Ils font partie du processus de justice dès lors qu'il y a une personne qui ne parle pas l'arabe, puisque l'arabe est la langue officielle du ministère de la Justice. Et donc, ces traducteurs, mais également interprètes assermentés, sont toujours assermentés de l'arabe vers une autre langue et pas d'autre langue. Il y a une mauvaise conception ou mauvaise compréhension. Parfois, les gens cherchent un interprète assermenté du français vers l'anglais. Or, en Tunisie, on ne peut être assermenté que de l'arabe vers une autre langue étrangère. La traduction certifiée, c'est une notion qui n'existe pas réellement en Tunisie, elle existe dans d'autres pays. Et là, il s'agit plus d'une certification professionnelle qu'on obtient auprès d'organismes professionnels qui n'a pas de rapport avec le processus judiciaire comme en Tunisie. Après, nous avons ce qui relève des domaines spécialisés tels que des traductions financières, juridiques, etc. Et on a une spécialité un petit peu qui est la traduction littéraire, où là, il s'agit de traduire des livres, des écrits, mais quand on traduit un livre, en fait, on ne traduit pas des mots, on traduit une histoire, on traduit un contenu. Et donc, c'est un travail qui est très spécifique et parfois, on se retrouve à changer des mots, on change des noms. Parce que si on prend, par exemple, l'une des œuvres majeures de traduction littéraire sur les dernières années dans le monde, c'est Harry Potter.
Parce que sur Harry Potter, il a fallu faire un travail énorme pour que les références culturelles puissent voyager d'un pays à l'autre, avec le nom de l'école, le nom des différentes équipes, etc. Il fallait traduire le nom du jeu, beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment, ça donne un bel exemple de la traduction littéraire. Nous avons également donc l'interprétation, comme je disais tout à l'heure, où là, il s'agit d'un travail oral avec, par définition, la forme la plus courante qui est l'interprétation simultanée, ce que fait actuellement notre collègue Mahdi, que je salue. C'est pas facile du tout, hein. Alors, l'interprétation simultanée, c'est quand une personne traduit en même temps qu'une personne parle dans une autre langue. Donc, il faut comprendre que quand on fait de l'interprétation simultanée, on a trois processus qui se passent en même temps dans la tête de l'interprète. C'est-à-dire que c'est une personne qui est en train d'écouter un contenu dans une langue A, qui le comprend dans sa tête, qui le traduit vers une langue B et qui l'articule, le tout en même temps de manière simultanée. Ça peut sembler facile quand ce sont des professionnels qui le font et qui le font de manière tout à fait aisée, sans aucun problème. Mais en fait, c'est très difficile. C'est l'un des processus intellectuels les plus complexes dans le monde et c'est assimilé au niveau de la complexité intellectuelle au travail des contrôleurs aériens, au fait. Alors, les interprètes de conférences, ce sont les interprètes qui travaillent, comme ça le dit, dans des conférences. Donc, vous allez les trouver dans des cabines de conférences, etc. Mais aujourd'hui, il y a aussi le travail à distance. On va en parler un peu plus tout à l'heure. Donc, les différentes formes aussi, à part les différents aspects de ce métier, il y a différentes façons d'exercer ce métier aujourd'hui. On peut travailler, par exemple, en interne, on peut être traducteur ou interprète interne dans une société, dans une organisation, que ce soit publique, privée, internationale. Ce n'est pas très répandu. C'est plus spécifique à certaines organisations. Par exemple, la Commission européenne a l'un des départements d'interprétation et de traduction les plus importants au monde, puisque l'Union européenne compte, je pense, 26 langues aujourd'hui. Et il y a aussi, bien sûr, les Nations unies qui ont un très grand département d'interprétation, de traduction avec beaucoup d'équipes en interne. Et puis l'autre façon d'exercer qui est la plus courante en Tunisie, c'est d'être à son propre compte dans un cadre avec une société, une patente et différentes formes juridiques qui sont assez complexes malheureusement en Tunisie, c'est-à-dire essentiellement de travailler pour son propre compte. Donc, on va travailler pour divers clients, diverses agences, etc. Et donc, être traducteur et interprète ou traducteur uniquement ou pas. C'est un métier, c'est un choix personnel très souvent. Très souvent, il y a des collègues qui vont préférer faire de l'écrit uniquement parce que l'interaction avec les personnes, ça donne, quand on est dans un cadre, dans une conférence ou même en ligne, il y a une certaine interaction avec les gens, avec les personnes, avec les intervenants qui demande une gestion d'un certain niveau de stress qu'on rajoute au stress du métier en soi. Et d'autres vont dire, non, moi, en fait, je préfère faire l'interprétation parce que c'est un travail, j'assiste à un événement, je fais mon travail, je rentre chez moi, fin de l'histoire. Contre, dans la traduction écrite, je peux vous dire que ce n'est jamais fini. On a toujours des demandes de dernière minute. On ne dort pas la nuit, on n'a pas de week-end, on n'a pas de jours fériés, on n'a pas de vacances. Donc, c'est un choix. C'est un choix qui correspond souvent au tempérament des personnes. Donc, les jeunes qui démarrent, c'est une question à se poser et un choix à faire. Alors, ces métiers de langue, en fait, sont une profession. Ça représente une profession qui est ancienne, très ancienne, puisqu'elle remonte en fait, au début de l'humanité, hein, depuis que l'être humain existe, depuis que l'être humain parle, la traduction, l'interprétation existe. Et donc, c'est une profession qui se renouvelle aujourd'hui. Elle se renouvelle dans la façon de s'exercer. Par exemple, avec la COVID, nous avons vu non pas de nouvelles solutions technologiques émerger, mais nous avons vu une certaine évolution technologique
s'accélérer parce que les solutions qui existent aujourd'hui, elles existaient déjà avant la Covid, mais tout s'est accéléré brutalement avec la Covid, notamment donc le travail en ligne, ce qu'on appelle le RSI, Remote Simultaneous Interpretation, c'est-à-dire l'interprétation simultanée à distance, notamment sur les plateformes telles que Kudo, Zoom, Interprefy, Teams, WebEx. On connaît tous Zoom sur lequel nous sommes, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres. Zoom est peut-être la plus connue parce qu'elle est la plus simple d'utilisation, parce qu'elle coûte moins cher aussi. Alors, dans les autres métiers que nous voyons, parce que il s'agit de nouveaux métiers dans les métiers de langue, nous avons un métier qui n'est pas encore très connu, mais qui commence à s'installer dans le monde et qui commence à émerger en Tunisie, qui est le copywriting. C'est un métier qu'ils exercent aujourd'hui essentiellement à travers les agences de communication, mais parfois aussi avec les bailleurs de fonds, avec les projets de coopération, et aussi parfois au niveau des entreprises. C'est-à-dire, le copywriting, c'est en fait être une plume allouée. C'est-à-dire qu'il y a un besoin spécifique de création de contenu écrit et que les personnes qui travaillent dans les métiers de langue vont rédiger, faire la rédaction de ce contenu. On reçoit des éléments du client, des chiffres, des données, des dates, etc. Et il s'agit de mettre tout cela dans un texte, d'élaborer un texte qui va dépendre de la cible, du contenu, etc. Ça peut être du contenu marketing pour une marque, pour, par exemple, des publications sur les réseaux sociaux. Ça peut être un rapport d'activité, ça peut être le contenu d'un site web pour un projet, etc. Et il y a également un aspect qui existe et qui s'appelle la localisation. La localisation, en fait, il y a ici des gamers, je pense. Je crois qu'il y a certains jeunes ici qui savent de quoi je parle. En fait, quand on joue sur les jeux en ligne, c'est le meilleur exemple de localisation. Les jeux sont créés dans une langue d'origine. Ça peut être l'anglais, ça peut être le japonais, ça peut être du coréen. Et puis, pour pouvoir être exportés, ces jeux doivent être traduits, entre guillemets, mais c'est pas vraiment de la traduction, ils doivent être localisés. C'est-à-dire qu'on va traduire les phrases que disent les personnages, mais on traduit aussi le scénario du jeu avec des adaptations culturelles, un petit peu comme ça a été fait dans Harry Potter. Donc, c'est ce qu'on appelle la localisation. Ça s'adapte, donc ça s'applique essentiellement au gaming, mais ça s'applique également à tout ce qui est contenu en ligne des sites web. Par exemple, si je prends une grande marque, par exemple, de produits cosmétiques qui a un site web en anglais, le même site web va devoir s'afficher, par exemple, en arabe pour les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Il va devoir s'afficher en français pour certains pays francophones, en chinois, etc. Donc, il ne s'agit pas juste de traduire les mots, mais de contextualiser aux audiences cibles de ce contenu. Et c'est ça, la localisation. Et puis le sous-titrage aussi, ça peut être bizarre de mettre tous ces métiers sous le chapeau de la traduction, de l'interprétation, mais en fait, aujourd'hui, ce sont les traducteurs et les interprètes qui font ce métier, le sous-titrage des films, des séries, des dessins animés. Aujourd'hui, Netflix est l'un des plus grands consommateurs et plus grands producteurs de contenu sous-titré, et donc, il y a un travail au niveau des traducteurs énorme qui est fait. Là, la spécificité technique est très particulière parce que d'abord, il faut utiliser des outils technologiques spécifiques parce que on reçoit le contenu par écrit et sonore. Donc, il faut écouter, mais il faut arrêter à chaque phrase pour pouvoir traduire. Il faut tenir compte du rythme des scènes, c'est-à-dire que si la phrase dans la langue A dure 15 secondes, la phrase dans la langue B doit durer 15 secondes aussi. Donc, c'est très spécifique. Et ce sont des métiers qui commencent à s'installer. Je peux vous dire qu'il y a une certaine communauté de jeunes professionnels tunisiens qui commencent à émerger sur ce marché. Alors, les technologies. Les technologies qui sont effectivement des véhicules d'opportunités si on se donne la peine de les découvrir.
Notre métier aujourd'hui est très technologique, comme je l'ai dit, avec les différentes plateformes, etc. Et ces technologies font débat aujourd'hui, mais la réalité est là. Ces technologies aujourd'hui, elles sont positives puisque elles permettent aux utilisateurs d'avoir accès aux compétences telles que, par exemple, l'UVT, c'est le meilleur exemple justement de l'accès aux compétences, le fait de pouvoir se former, d'approfondir ses compétences, de renforcer ses capacités en ligne sans devoir se déplacer. On peut être aujourd'hui dans n'importe quelle ville en Tunisie et avoir accès à la formation à l'UVT. On peut être n'importe où dans le monde et avoir accès à une formation en ligne dans une université en Europe, aux États-Unis, au Mexique ou autre, selon le contenu qu'on recherche. Bon, il reste qu'en Tunisie, on a le petit souci de payer en ligne, en espérant trouver des solutions rapides à tout cela. Les nouvelles technologies aussi donnent accès à des opportunités de travail qui sont considérables aujourd'hui, qui étaient inaccessibles par le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet devient le plus grand marché à l'emploi. Si on sait ce qu'on cherche, si on sait où le chercher, et les jeunes sont bien équipés et bien outillés aujourd'hui pour cette recherche. Les technologies aussi donnent accès à des marchés qui sont nouveaux. Aujourd'hui, on peut être à Tunis et travailler pour un client aux États-Unis, dans un État, dans une petite organisation au fin fond des États-Unis, dans un milieu rural. On peut avoir pour client, moi je vous donne des exemples vécus de mon propre vécu, un client qui est un projet de société civile qui est basé en Arabie Saoudite, un autre projet d'ordre médical qui est situé à New York. On peut avoir un client qui est situé au Canada, un autre en Europe, etc., etc. Et ça, c'est possible grâce à ces technologies et grâce à Internet. Alors, donc, tout cela se fait à travers les plateformes en ligne qui sont aujourd'hui un grand outil de travail pour nous, c'est-à-dire comme ce qu'on a mentionné tout à l'heure, les plateformes telles que Kudo, Entrepify, Zoom, WebEx. Et on a également les logiciels et les applications qui nous aident beaucoup dans notre travail. Il y a des logiciels qui sont en fait ce qu'on appelle des bases de données de terminologie où aujourd'hui, nous sommes très loin au début, moi, quand j'ai commencé ma carrière, pour faire une traduction, on avait un stylo, un papier et une pile de dictionnaires pour trouver une traduction. Aujourd'hui, on a accès à des bases de données en ligne qui sont spécialisées, qui sont consultables et gratuitement la majorité du temps, qui sont vraiment de pointe. Et on peut les avoir aussi sur une application sur son téléphone. On a aussi ce qu'on appelle les aides à la traduction, comme les CAT, les outils CAT, qui sont les Computer Assisted Translation, et également ce qu'on appelle les TM, le Translation Memory, qui sont en fait des logiciels qui permettent de faire de la traduction, mais en même temps qui servent de base de données pour vos traductions. C'est-à-dire que moi, si je travaille pour le même client, avec le même type de contenu à plusieurs reprises, ces applications et ces outils me permettent justement de réduire mon temps de travail puisque ces logiciels vont se rappeler des fragments de texte que je fais déjà. Et donc, il va me les ressortir et va me permettre d'économiser du temps au lieu de refaire le même travail, de retraduire la même terminologie, les mêmes titres, etc. Donc, je gagne beaucoup de temps et cela donne au client la consistance de la qualité qui a toujours la même terminologie qui est utilisée dans tous ces documents. La traduction automatique, c'est en fait, on prend un logiciel, on met son texte et le logiciel vous sort une traduction. Ce n'est pas de la bonne qualité, mais ça permet de gagner du temps. On l'utilise, par exemple, quand on travaille sur une conférence, quand on a la chance, ce qui n'est pas toujours le cas, de recevoir les documents d'avance, on peut les faire traduire rapidement sur les logiciels, juste pour faciliter notre travail de traduction en simultané. Ça nous permet de gagner du temps. Il y a les équipements aussi qui prennent beaucoup de place aujourd'hui dans notre travail.
où on a des besoins très spécifiques en termes d'ordinateur, de qualité, de matériel audio, des connexions Internet. Donc aujourd'hui, le traducteur, interprète, expert de métier de langue est une personne qui est hyper équipée, hyper connectée. On devient nous-mêmes des techniciens, on aide, on assure une certaine assistance technologique et technique auprès des clients. Et donc, si vous débarquez chez l'un d'entre nous, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'équipements, qu'on dépense beaucoup d'argent, qu'on passe beaucoup de temps sur ce genre d'aspect. Et ça, c'est essentiel. Ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet d'atteindre des marchés auxquels nous n'avions pas accès avant. Et ça nous permet d'offrir à nos clients plus d'options de travail, plus d'alternatives et une meilleure qualité. Alors, le grand débat aujourd'hui, ce sont les machines. On a parlé d'intelligence artificielle tout à l'heure. L'intelligence artificielle joue un rôle important. On nous annonce souvent que l'intelligence artificielle va nous remplacer, va supprimer notre emploi, que bientôt nous n'aurons plus besoin de traduction et d'interprétation puisque ChatGPT va tout faire à notre place. Donc, la question aujourd'hui, c'est est-ce que ça va être nous ou les machines? Ou alors, peut-être que la question qu'il faudrait se poser, c'est plutôt est-ce que ça va être nous avec les machines? Parce que nous sommes là et nous y restons, et les machines sont là et elles y restent. Donc, il va falloir trouver une façon de coopérer ensemble, de travailler ensemble. L'idée, c'est que, en fait, les machines aujourd'hui et les équipements nous offrent des opportunités et des méthodes et des alternatives de travail, un accès à de la terminologie, à de l'aide au travail qu'on doit utiliser. Il ne faut pas refuser ces méthodes de travail. On doit les utiliser parce que ça améliore notre travail. Ça nous permet de nous focaliser sur les aspects de qualité plutôt que de quantité. Ça apporte un plus aux clients et nous resterons toujours indispensables parce que les machines ne peuvent pas faire tout ce que nous faisons. Alors, est-ce que les machines vont remplacer les interprètes et les traducteurs? Moi, je dis plutôt que les interprètes et traducteurs qui utilisent les machines remplaceront ceux qui ne le font pas. Donc, il faut adopter ces technologies, il faut adopter l'intelligence artificielle et il faut vivre son époque. Alors, comment devenir interprète ou traducteur en Tunisie? Les formations classiques, ce sont les études de langue, bien sûr, en Tunisie, mais il y a aussi d'autres parcours. On peut faire des études de journalisme ou de droit et devenir interprète ou traducteur. Et donc, on cible un certain contenu, une certaine clientèle avec un bagage linguistique et de terminologie, de vocabulaire spécifique. Et après, il y a la formation continue, donc la formation en ligne avec des formules telles que l'UVT ou d'autres formules de formation en ligne qui sont accessibles, notamment avec des cours comme Coursera ou autres plateformes. Et puis, il y a aussi les formations pratiques. Et là, on fait des stages pratiques avec des traducteurs ou des agences. Et ça, c'est un peu plus compliqué, mais on essaye de mettre en place un programme pour intégrer les jeunes à travers la formation pratique. Alors, comment démarrer justement pour les jeunes à travers le volontariat parfois, quand on manque d'opportunités professionnelles, quand on n'a pas de référence pour se faire recruter, le volontariat permet de prouver ses compétences et donc d'avoir des références à présenter à des employeurs ou à des clients potentiels pour dire, voilà, moi, j'ai travaillé, voilà ce que je peux faire, voici la qualité de mon travail. Et donc, il y a des plateformes spécifiques telles que, par exemple, Translators Without Borders, qui recrute toujours des traducteurs en ligne volontaires. Il y a aussi PROS, pro bono. Il y a Wikipédia également, où on peut faire du travail pro bono ou en volontariat. Il y a la formule des stages, donc auprès d'un traducteur ou d'interprète ou d'une agence en tant que stage bon, pour initiation, voir comment ça se passe, etc. Il y a les réseaux sociaux où on peut apprendre beaucoup, beaucoup. Alors, sur les réseaux sociaux, on peut aller sur il y a des groupes spécialisés qu'on va retrouver, par exemple, sur Facebook. Il y a également du contenu spécifique sur LinkedIn, mais également aussi sur Instagram, qui est l'une des principales plateformes de communication dans notre métier. Ça peut sembler peut-être superflu, mais c'est vraiment un contenu professionnel par rapport à notre métier. Donc, c'est à explorer. Et puis, les réseaux professionnels. Et à titre de réseau professionnel, je me permets de vous présenter notre réseau
qui est le groupement professionnel des interprètes et traducteurs, qui a été créé cette année, en janvier 2023, suite à beaucoup d'années, d'efforts de plusieurs collègues. Et donc, le projet est arrivé à maturation cette année. Donc, le groupement, on appelle, nous, un petit peu la marque en anglais, c'est Tunisia Circle of Interpreters and Translators, et qui est une communauté de professionnels. Donc, on se met ensemble, on échange, on fait la veille et le suivi de la technologie, des normes, du développement du métier, on en discute entre nous. Donc, on travaille en solidarité, on fait la promotion des bonnes pratiques pour nous-mêmes, mais également pour les clients, comment travailler, comment se préparer, quels équipements utiliser. Et puis également, on cherche à profiter du capital qui a été créé par les professionnels confirmés, un petit peu les anciens, mais pas à titre péjoratif, dans la profession, dans ce qu'on appelle le conseil consultatif, qui doit justement mettre en rapport les compétences confirmées du métier pour pouvoir enrichir l'avenir de notre profession. Et donc, l'idéal, c'est à travers tous ces efforts d'offrir un cadre de mentoring pour les jeunes collègues qui débutent dans le métier, justement, pour pouvoir les accompagner. Et donc, l'idée également, c'est d'établir une image forte et crédible pour les professionnels tunisiens, parce qu'avec les réseaux sociaux, avec Internet, souvent, il est difficile de se faire remarquer. Et donc, le fait de se mettre ensemble dans une communauté de professionnels, ça aide à se faire remarquer et ça améliore la crédibilité de notre image, parce que les professionnels tunisiens sont très compétents, ils sont très demandés à l'étranger. Voilà, donc si vous avez besoin de plus de détails, si vous voulez nous contacter, nous sommes présents sur Facebook et sur LinkedIn. Nous avons notre propre contenu et vous pouvez nous contacter par email. Merci beaucoup.